Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO, saison 2. Ça s'écoute plus que ça ne se regarde. Le film d'aujourd'hui s'appelle American Nightmare 3. Il est sorti le 20 juillet 2016. Je l'ai vu à la télé en VO. C'est un film qui a été très très mal distribué, ce qui explique que je ne l'ai pas vu exceptionnellement au cinéma alors qu'il est encore au cinéma. Mais il a été vraiment très mal distribué. Et je reviendrai sur ce détail plus tard, parce que c'est déjà intéressant à savoir. C'est un thriller d'action avec un style home invasion. C'est des films bien sûr où on s'attaque, en général les héros sont dans une maison et la maison se fait attaquer, prise d'assaut par des assaillants X ou Y. C'est un style de thriller très précis en fait. Le film est interdit au moins de 12 ans et je pense que c'est relativement juste. Et la première chose que je peux dire sur American Nightmare 3, c'est que je ne vais pas parler que d'American Nightmare 3, mais je vais parler de la trilogie dont il fait partie parce que c'est une série de films très intéressante. Je vais vous donner un petit peu l'archétype de la trilogie pour qu'on se comprenne. Le 1 était un home invasion avec un fond social très fort. Le 2 était un home invasion avec un fond social, mais aussi une part de guérilla urbaine très intéressant et très fort aussi. Et le 3 est un home invasion avec de la guérilla urbaine et un fond politique beaucoup plus frontal. Y avait, le 1 était évidemment politique, le 2 c'était encore plus frontal parce qu'on avait carrément rencontré des personnages engagés politiquement. Et là dans le 3, on boucle la boucle puisqu'on a carrément un représentant politique qui est un des personnages principaux du film. Mais je peux d'ores et déjà dire que entre le 1, le 2 et le 3 est clairement moins fin dans son point de vue politique, ou dans la manière dont il illustre son point de vue politique. J'ai envie de dire que le point de vue est très intéressant, mais la manière dont il est mis en forme l'est beaucoup moins. Il y a vraiment eu une perte de finesse dans l'écriture et dans la mise en image de film en film. Même si derrière, dans toute la trilogie American Nightmare, il y a un vrai souci d'avoir une morale louable, sensée, cohérente, qui est vraiment louable. Parce que, il faut être clair, hein, les American Nightmare, c'est quand même. De prime abord, ça a une tendance un peu badass, film fun badass, avec des meurtres et tout, avec un contexte de politique fiction qui permet un peu tous les délires. Seulement, voilà, il y a beaucoup de films qui jouent sur l'absence de morale pour paraître badass. Enfin, l'absence de morale, je veux dire, qui se permettent d'avoir en grosso modo une histoire qui mène pas à grand chose pour pouvoir se permettre d'être badass tout du long. Alors des fois c'est vachement bien avec des trucs comme le style Grindhouse, j'ai envie de dire, ou le cinéma de genre qui s'assume complètement, ou même les films trauma. Mais quand ça va pas jusqu'à ce point-là, ben souvent c'est pas terrible quoi. Faire l'absence de morale parce que tout simplement on a aucune idée de ce qu'on veut raconter, mais qu'on a envie de coller des images badass dessus. C'est de jouer le rebelle sous prétexte de faire n'importe quoi. Et c'est un petit peu, par exemple, le cas dans un film comme American Ultra, sur lequel je reviendrai de toute façon dans une autre vidéo. Euh, mais la frontière, elle est vraiment fine, j'insiste, la frontière, elle est fine entre un film fun, badass, mais moral, qui tient debout dans son discours, j'ai envie de dire, dans ce qu'il donne à réfléchir, pour peu qu'il ait quelque chose à dire, bien sûr, et un film fun badass mais qui est juste con parce qu'il y a une absence de morale ou parce que son message est très très mal dit. Encore une fois, je ferai une vidéo sur American Ultra que je comparerai en termes de style à Kick-Ass. J'en en parlerai le cas échéant parce que je trouve que c'est un film qui correspond exactement à ça. Fun, badass mais con. J'y reviendrai. Donc American Nightmare, pour nous concentrer sur le sujet, American Nightmare 3, pour être clair, c'est un film moyen mauvais. Et c'est vraiment dommage. Parce que James de Monaco, c'est un mec vraiment talentueux. Si vous n'avez pas vu American Nightmare 1 et 2, je vous les conseille vraiment. C'est des films avec une... Déjà qui traitent leur univers avec une grande intelligence. Je vous raconte le pitch rapido parce que je suis pas sûr que tout le monde ait vu ces films-là. L'idée, c'est que dans un futur proche aux États-Unis, il y a une sorte d'extrême droite radicale qui serait passée au pouvoir en Amérique et qui aurait instauré pas un jour exactement, mais genre une grande nuit par an où on peut tuer, faire tous les crimes possibles sans être puni par la loi. Cette nuit-là, ils appellent ça la nuit de la purge. Et chacun des films va de plus en plus loin dans sa réflexion sur ce que provoquerait un tel
une telle nuit, quoi, en développant son univers de plus en plus de manière intéressante. Et donc, le troisième film, non, je vais plutôt parler du 1 et du 2. Dans le 1 et le 2, il y a vraiment une mise en scène inventive et subtile, mais en même temps très efficace. Il y a des vrais envolées lyriques, il y a des séquences hallucinantes, des visions hallucinées de barbarie, une certaine efficacité aussi dans les scènes d'action qui sont très très bien foutues, très impactantes, très physiques. Ce que moi j'apprécie beaucoup, j'ai tendance à plus préférer les scènes d'action qu'on ressent que celles qu'on voit, où on comprend tout ce qui se passe, parce que je trouve que ça refroidit beaucoup l'implication dans la séquence qu'on regarde. Et en plus, la force du 1 et du 2 de ces deux films, c'est que le fil émotionnel central est toujours absolument prégnant et on le perdait jamais de vue. C'était des films très très bien équilibrés. Notamment parce qu'il y avait plusieurs personnages qui avaient une certaine finesse dans la manière dont ils étaient écrits, et que par définition on se perdait jamais, alors que c'est des films très riches dans un univers de films de genre, hein, parce que vous doutez bien que s'il y a une nuit où on peut tuer tout le monde et n'importe quoi, ça part vite en délire barbare, assez délirant. L'écriture des personnages, que ce soit dans le 1 et dans le 2, était assez touchante, et je trouve constamment vraisemblable. La famille dans le 1, avec Ethan Hawke et Lena Headey dans le rôle des parents, il y a un débat moral au sein de cette famille qui fonctionne vraiment bien, à la modération presque qu'ils ont une grande fille et que la fille, j'ai pas un souvenir impérissable de sa performance dans le film, mais au final, ça fonctionnait vraiment bien. Le discours, l'histoire de cette famille et leur rapport fonctionnait vraiment très bien. Dans le 2, il y a l'histoire d'un soldat qui est très prégnant. Et c'est une très belle histoire, ou l'histoire d'une fille qui élève toute seule son fils et qui vit avec son père. Et là aussi, leur rapport est très beau, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Je ne veux pas dévoiler le pitch vraiment, ce serait dommage, parce que je trouve que c'est des films à voir, ils sont vraiment bien écrits. Ce serait dommage de les pitcher. Et en plus, c'est là où ça devient balèze, c'est que James de Monaco est non seulement réalisateur du 1 et du 2 et du 3, mais en plus il est aussi scénariste à chaque fois. Et il faut être honnête, il a vraiment créé un univers très intéressant, cohérent, émotionnellement impactant, avec de vraies scènes d'action de qualité, dans le 1 et dans le 2 notamment, aussi un peu dans le 3, mais franchement, à comparer à American Nightmare, il est vraiment moins bon, et je dirais quand on filme tout seul, il est pas bon, quoi. Il y a quelques moments qui fonctionnent, hein, malgré tout, parce que c'est quand même un réalisateur très doué, je pense vraiment que c'est un mec à suivre, James de Monaco, mais ça va pas très très loin non plus, quoi. Je vais m'expliquer. American Nightmare 3, déjà, au lieu d'avoir un point de vue politique et de l'aborder avec une certaine finesse, il a un discours politique à faire passer. Seulement, voilà, dès le début, j'insiste, dès quasiment la première séquence narrative du film, puisque le film commence par une sorte de flashback, c'est tout de suite très lourd. Moi, ça m'a tout de suite, pas sorti du film, mais ça m'a tout de suite piqué. On voit grosso modo les méchants du film, et leur première réplique est complètement vulgaire. C'est des gens qui sont supposés être tout puissants, et ils évoquent leur adversaire politique en disant « ouais, cette salope, machin ». Et c'est tout de suite très décevant, parce que même si on peut envisager que des mecs assez tarés pour mettre en place une nuit de ce genre-là et se faire élire sur des arguments vraiment là d'extrême droite hyper bas du front, hein, je veux dire, c'est voilà, si vous nous élisez, on va s'occuper de tous les émigrés, vous pourrez tuer qui vous voudrez une fois par an, enfin vous voyez, c'est pas non plus la grande finesse dans le discours politique. On peut imaginer que c'est des gros connards, ou des crétins tout simplement, mais qui s'expriment comme ça, je trouve que ça leur enlève toute stature tout de suite dès le début du film, et dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ça les dégonfle, ça leur donne aucune ampleur, aucune profondeur, et du coup on n'arrive pas à croire à ce qu'ils font au sein du film. Et c'est... Quand on fait ça, en fait, quand on commence avec un méchant, qui dès le début du film est vulgaire, et paraît excessif et vulgaire, mais vraiment dans le sens le plus fragile qui soit, sans aucune ampleur, ça crée une sensation que c'est pas crédible tout de suite. Ça serait presque un truc à mettre dans un bouquin, ne jamais faire quand j'écris un scénario, quand je commence à écrire un scénario, faire dire des insanités et des choses vulgaires à mon grand méchant, à mon grand adversaire dans le film, au lieu de lui donner de la vraisemblance d'abord et de la densité, quoi. On peut commencer comme ça et ensuite lui donner de la densité, mais je trouve que dans le discours, et connaissant déjà American Nightmare 1 et 2, ça m'a tout de suite choqué d'avoir une entame de personnages aussi caricatural. Parce qu'au final, ces personnages-là sont vraiment pas développés dans le film, hein. Ils restent très satellitaires. Et du coup, le film avorte un peu son discours politique, puisqu'il aborde essentiellement
le côté qui l'intéresse. Ah, je fais une parenthèse, mais c'est aussi intéressant. Si on veut traiter dans un film une opposition politique, la meilleure manière de le faire, c'est de rendre les deux côtés, les deux opposants, vraisemblables, crédibles, humains. Parce que si on humanise essentiellement le point de vue qui nous intéresse et qu'on caricature en plus l'opposition, de toute façon, même si la personne ou le discours qu'on veut soutenir est, selon nous, meilleur, plus intelligent ou autre, il ne sera pas crédible parce que l'opposition ne l'est pas. C'est-à-dire que ça va paraître le spectateur va le sentir, on va tous le sentir comme une sorte de comment dire, de prétexte à la morale, à une morale forcée dans le film. Et là, dans American Nightmare, c'est un cas d'école de ça. Hein. Ensuite, le film se double d'un discours religieux qui était déjà un peu présent dans les deux premiers, mais je trouve qu'il est ici beaucoup plus frontal, et qui, pareil, devient assez insignifiant parce qu'il est caricatural. Je vous passe les détails, mais il y a une sorte de cérémonie décadente, comme ça, un peu folle. Le point de vue est simple, hein, c'est la religion, les religieux, c'est juste des gens qui ont la fièvre et qui sont fous, ouais, c'est genre de fièvre folle, comme ça, bon... d'hystérie comme ça. Et c'est là aussi un point de vue très très limité sur la question de la religion. C'est très décevant de la part de James de Monaco parce que quand il évoquait des questions sociales dans le 1 et dans le 2, il tapait vraiment au bon endroit. Je trouve qu'il était rarement en train de... Il montrait des fous, il montrait des choses hystériques et violentes, mais il n'était pas complètement en train de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Il y avait quelque chose, je trouve, qui était à chaque fois assez fin, et ce qu'il ne connaissait pas, il avait au moins la décence, à mon avis, de pas en parler. Et là, vraiment, c'est pas le cas. Là, vraiment, c'est très décevant. Son point de vue sur la religion est très décevant.